8e partie. Adieu. Burlington, Vermont. La neige tombe doucement. Le cinglé revient vers sa maison à contre-cœur. Vous avez déjà entendu parler de Clement Attlee? Non? Non, évidemment, bien sûr que non. Un vrai loser, ce type. Un médiocre de 3e zone dont l'histoire n'a retenu le nom que parce qu'il a pris la place de Churchill avant que la Seconde Guerre mondiale se termine officiellement. La guerre était bel et bien finie en Europe. Les gens en avaient assez. Mais Churchill, lui, il maintenait la pression pour aider les États-Unis contre le Japon. Il disait que la guerre ne serait pas complètement finie tant que des combats perdureraient quelque part. Et voilà ce qui lui est arrivé au vieux lion. Et nous, on ne veut surtout pas que ça arrive à notre gouvernement. C'est bien pour ça qu'on a officiellement proclamé la victoire dès que le territoire américain a été entièrement sécurisé. Tout le monde savait très bien que la guerre n'était pas vraiment terminée. On devait encore venir en aide à nos alliés et nettoyer certaines zones totalement saturées de morts-vivants. Il nous restait tellement de trucs à faire. Mais comme la maison était bien rangée désormais, il fallait qu'on laisse les gens rentrer chez eux. C'est là que la force multinationale de l'ONU a été créée. Le nombre de volontaires que nous avons reçus la première semaine nous a surpris, dans le bon sens. On a même refusé du monde avant de lister les réservistes et de les affecter dans des camps d'entraînement destinés aux jeunes générations, celles qui avaient loupé le début. Et moi, on m'a descendu en flammes, parce que le gouvernement agissait sous l'égide de l'ONU. Notre croisade n'était pas 100% américaine, comme au bon vieux temps. Mais franchement, je m'en foutais. L'Amérique est un pays honnête. Le peuple n'en attend pas moins de son gouvernement. Quand le deal se termine et que les bottes de nos soldats piétinent les plages de l'Atlantique, on leur serre la main, on les paye et on laisse ceux qui le désirent reprendre le cours de leur existence. Peut-être que ça a ralenti les campagnes outre-mer. Nos alliés ont fini par s'en sortir, mais il reste encore pas mal d'endroits à nettoyer. Chaînes de montagnes, îles arctiques et antarctiques, le fond des océans et l'Islande. Ça ne va pas être une partie de plaisir, l'Islande. J'aimerais bien qu'Ivan nous laisse lui filer un coup de main en Sibérie, mais bon, c'est Ivan, pas vrai? On ne va pas le changer du jour au lendemain. Et puis, même chez nous, on a encore quelques attaques. Chaque printemps, c'est la même chose. Sans parler des incidents occasionnels près des lacs et des plages. Leur nombre diminue année après année, Dieu merci, mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens doivent baisser la garde. Nous sommes encore en guerre, techniquement parlant, et tant qu'il reste une trace de virus quelque part, tant que tout ne sera pas entièrement nettoyé, purgé et, si nécessaire, éradiqué de la face de la Terre, tout le monde doit s'y coller. Il faut bien finir le boulot. Nous nous arrêtons près d'un vieux chêne. Mon interlocuteur le regarde de bas en haut et le tapote légèrement avec sa canne. Il s'adresse à l'arbre. Bon boulot, toi. Continue. Kouzir, île d'Olkhon, lac Baïkal, Saint-Empire russe. Une infirmière nous interrompt pour s'assurer que Maria Zouganova prend bien ses vitamines. Maria en est à son 4e mois de grossesse. Elle attend son 8e enfant. Mon seul regret, c'est de ne pas être resté dans l'armée pour participer à la libération des anciennes républiques. Nous avions nettoyé notre mère patrie de la souillure zombie, et il était temps d'étendre la guerre au-delà de nos frontières. J'aurais bien aimé participer, surtout le jour où nous avons officiellement réintégré la Biélorussie au sein de l'Empire. On dit que ça va bientôt être au tour de l'Ukraine. Et après l'Ukraine, qui sait? J'aurais vraiment aimé être là, mais je devais faire mon devoir. Elle se caresse doucement le ventre. Je ne sais pas combien il y a de cliniques comme celle-ci à Rodina. Certainement pas assez. Nous sommes si peu nombreuses désormais, nous, les jeunes femmes en âge de procréer. Celles qui ne sont pas mortes d'overdose, du sida ou à cause des morts vivants. Vous savez ce qu'a déclaré notre président?
que l'arme la plus efficace de la femme russe, c'était son utérus. Si ça signifie ne pas connaître le père de mes enfants ou Elle regarde le sol quelques secondes. mes propres enfants, eh bien, tant pis. Je sers mon pays. Et je le sers de tout mon cœur. Elle me regarde dans les yeux. Vous vous demandez comment cette existence peut être compatible avec notre nouvel État fondamentaliste, hein? Ne cherchez pas, c'est impossible. Tous ces trucs religieux, le dogme, tout ça, c'est pour le peuple. Qu'on leur donne leur opium quotidien et qu'ils se tiennent tranquilles. Je ne crois pas que quiconque au gouvernement ou dans les hautes sphères de l'Église y croit réellement. Un seul, peut-être, le père Riskov. Enfin, avant qu'on l'exile à l'intérieur des terres. Lui, il n'avait rien à offrir. Moi, si. Je peux donner encore quelques enfants à la patrie. Voilà pourquoi on me traite bien, pourquoi on m'autorise à parler librement. Maria jette un œil au miroir sans teint derrière moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi à la fin? Quand je ne leur serai plus d'aucune utilité? J'aurais déjà vécu plus longtemps que la moyenne, de toute façon. Elle fait un geste du doigt extrêmement grossier vers le miroir. En plus, ils veulent que vous entendiez ça. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé entrer dans notre pays, pour écouter ce qu'on avait à raconter, pour poser vos questions. Vous aussi, on vous utilise, vous savez. Votre mission, c'est de raconter notre monde au reste du monde. Pour bien lui faire comprendre ce qui va se passer si quelqu'un essaie de nous entuber. La guerre nous a rendu nos racines. La guerre nous a rappelé qu'on était Russes avant tout. Et ça ne signifie qu'une chose. Nous sommes à nouveau en sécurité. Pour la première fois depuis presque 100 ans, nous pouvons enfin nous réfugier dans le giron d'un César. Et je parie que vous savez comment on dit César en russe. Port de Bridgetown, la Barbade, Fédération des Indes de l'Ouest. Le bar est presque vide. La plupart des clients sont sortis par leurs propres moyens ou avec l'aide de la police. L'équipe de nuit nettoie les chaises cassées, les éclats de verre et les flaques de sang sur le sol. Dans un coin, un Sud-Africain chante une version larmoyante et passablement alcoolisée de la vieille chanson de Johnny Clegg, Asimbonanga. T. Sean Collins sifflote quelques notes d'un air absent, puis retourne à son verre de rhum avant d'en commander précipitamment un autre. Je suis accro au meurtre. Je ne vois pas comment le dire autrement. Oh, vous avez le droit de penser que c'est faux, techniquement du moins, qu'on ne tue pas des gens qui sont déjà morts. Mais couille, oui. C'est un meurtre, point barre. Et il n'y a rien de plus jouissif au monde. Ouais, je peux bien me foutre de leur gueule à tous ces tarés, là. Les mercenaires, les vétérans du Vietnam, les Hells Angels. Mais je suis exactement comme eux. Comme ces broussards qui ne reviennent jamais vraiment chez eux. Ou ces vieux cons de la Seconde Guerre mondiale qui traversent le pays en moto. On vit sur une autre planète, toujours à 100 à l'heure, toujours au contact du danger. Quand on s'arrête, on se fait chier à mourir. J'ai essayé, moi, de me poser, de m'installer quelque part, de me faire des amis, de trouver du boulot et de m'atteler à la reconstruction de l'Amérique. Non seulement je m'emmerdais, mais en plus, je ne pensais qu'à tuer. J'ai commencé à observer attentivement le coup des gens, leur tête, tout ça. Et là, je me disais, ce mec doit avoir un lobe frontal particulièrement épais. Il va falloir que je passe par l'œil. Ou encore, un bon coup sur l'occiput de cette fille-là, et c'est réglé. C'était l'époque du nouveau président, le cinglé. Putain, mais qui je suis, moi, pour l'appeler comme ça? Chaque fois que je l'entendais faire un discours, je réfléchissais à au moins 50 façons différentes de le descendre. Là, j'ai vraiment lâché l'affaire. Ça valait mieux pour tout le monde. Je savais très bien qu'un jour, je finirais par péter les plombs. Je boirais un coup de trop, je me bagarrerais et ça irait trop loin. Quand je commence, moi, je sais plus m'arrêter. Alors j'ai dit « Salut tout le monde !» et je me suis engagé dans l'IMPC, qui a repris le nom des forces spéciales sud-africaines.
Impisi, ça veut dire hyène en zoulou. L'animal qui nettoie les carcasses des morts. Nous, on appartient à une armée privée. Pas de règles, pas de bureaucrates. Voilà pourquoi je suis ici, et pas avec la force internationale de l'ONU. On choisit nous-mêmes nos horaires et nos armes. Il me montre ce qui ressemble à une sorte de pagaie en acier à côté de lui. Une Pouvenois. C'est un pote maori qui me l'a filé. Il jouait dans les All Blacks avant la guerre. Des sacrés enfoirés, ces Maoris. La bataille de Rantry Hill, vous imaginez ? 500 mecs contre la moitié d'Auckland réanimés. La Pouvenoua, c'est pas franchement facile à manier, même si celle-là est en acier et pas en bois. Mais c'est un des avantages du métier. Qui se fait encore plaisir en appuyant sur la gâchette de nos jours ? Il faut que ce soit dur, dangereux, et plus on dégomme de goules, meilleur c'est. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus un seul. Et quand ça arrivera... À cet instant précis, la sirène de l'Imfingo rappelle l'équipage à son bord. Il faut que j'y aille. Tishon fait un signe au serveur et dépose quelques pièces d'argent sur la table. J'ai bon espoir. Ça a l'air dingue, je m'en rends compte, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que je fais des économies au lieu de tout claquer en conneries. C'est possible, vous savez. On peut décrocher, on peut y arriver. Un de mes potes canadiens, Mackie MacDonald, il a décidé qu'il en avait marre juste après le nettoyage de l'île de Baffin. J'ai entendu dire qu'il s'était installé en Grèce dans un monastère quelque part. C'est possible. Il y a peut-être une vie quelque part pour moi qui m'attend. On a le droit de rêver, pas vrai ? Mais bon, si ça ne se passe pas comme ça, si je suis encore accro le jour où le dernier Zach passe à la casserole... Il se lève pour partir et ramasse son arme. Alors j'éclaterai un crâne. Un dernier. Le mien. Parc national de Sand Lake, Provincial Manitoba, Canada. Jessica Hendricks charge les prises du jour dans le traîneau. 15 cadavres et de nombreux morceaux. J'essaie de refouler ma colère, de ne pas être amère face à toute cette injustice. J'aimerais bien que tout ceci ait un sens. Un jour, j'ai rencontré un ex-pilote iranien qui voyageait au Canada pour trouver un endroit où s'installer. Il m'a dit que les Américains étaient les seuls à pouvoir accepter que le malheur s'abatte sur des innocents. Il a peut-être raison. La semaine dernière, j'écoutais... Non supprimé pour des raisons légales ? À la radio. Il faisait son numéro habituel. Des histoires de cul, des insultes, des blagues merdiques. Et je me suis dit... Ce type a survécu et mes parents sont morts. J'essaie de ne pas être trop amère. J'essaie. « 3. Montana, États-Unis. Madame Miller et moi prenons l'air sur le balcon, juste au-dessus des enfants qui jouent dans la cour centrale. On peut en vouloir aux politiciens, aux hommes d'affaires, aux généraux. On peut en vouloir au système. Mais honnêtement, si vous voulez engueuler quelqu'un, engueulez-moi. C'est moi, le système. C'est moi, les gens. C'est ça, vivre en démocratie. On est tous responsables. Je comprends pourquoi il a fallu autant de temps pour que les Chinois s'y mettent à la démocratie. Et je comprends que les Russes lui disent merde et lui préfèrent leur ancien système, là, peu importe comment ils l'appellent. C'est bien joli de dire « Attendez, non mais dites donc, c'est pas de ma faute quand même !» Si, c'est de ma faute. C'est de la faute de tout le monde, de toute ma génération. Elle regarde les enfants. Je me demande ce qu'ils diront de nous plus tard. Mes grands-parents ont connu la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, et ils ont fini par donner naissance à la plus grande classe moyenne de l'histoire. Dieu sait qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ce sont eux qui incarnaient le rêve américain à mes yeux. Et puis, la génération de mes parents est arrivée, et ils ont tout bousillé. Les baby boomers, la génération du « moi ». Et puis il y a nous maintenant. Oui, ok, on a mis un terme à la menace zombie.
Mais qui l'a déclenché, cette menace? Bon, au moins, on nettoie notre propre bordel. Et ce sera peut-être notre épitaphe. Génération Z, ils ont fait le ménage derrière eux. Chongqing, Chine. Kwang Jingchu effectue sa dernière visite à domicile de la journée à un petit garçon qui souffre de problèmes respiratoires. Sa mère craint qu'il ne s'agisse d'un nouveau cas de tuberculose. Elle reprend des couleurs quand le docteur la rassure en mentionnant une banale bronchite. En larmes et folle de gratitude, elle nous raccompagne jusque dans la rue. C'est rassurant de voir à nouveau des enfants. Je veux dire, des enfants nés après la guerre, qui auront toujours connu les morts-vivants. Ils savent déjà qu'il ne faut pas jouer près de l'eau, et ne jamais sortir seuls le soir au printemps ou en été. Mais ils n'ont pas peur, non. Cette situation leur semble normale. Ça, c'est précieux. C'est la chose la plus précieuse qu'on leur lègue. Je repense parfois à cette vieille femme à Dachang, tout ce qu'elle avait traversé, tous ces bouleversements qui semblaient ne jamais avoir de fin, tout ce qui définit sa génération. Moi aussi, maintenant, j'ai vu mon propre pays éclater en 1000 morceaux et tomber en ruine. Et pourtant, à chaque fois, nous avons réussi à nous relever et à reconstruire notre nation. Et nous recommencerons, la Chine et le monde. Je ne crois pas en une quelconque forme de vie après la mort, révolutionnaire jusqu'au bout. Mais s'il y a quelque chose après, alors j'aimerais bien entendre mon vieil ami Gu Wei éclater de rire quand je lui dirai que tout ira bien maintenant. Vraiment, tout ira bien. Wenatchee, État de Washington, États-Unis. Joe Muhammad vient tout juste de terminer son dernier chef-d'œuvre, une statuette d'une 40aine de centimètres représentant un homme de taille moyenne aux yeux vides qui tient entre ses mains un porte-bébé déchiré. Je ne dis pas que la guerre était une bonne chose. Non, je n'ai pas encore complètement pété les plombs. Mais il faut quand même admettre que ça a rapproché les gens. Mes parents n'ont jamais cessé de se plaindre ici. Le sens communautaire pakistanais leur manquait tellement. Ils ne parlaient jamais à leurs voisins américains. Ils ne les invitaient jamais. Ils connaissaient à peine leur nom et ils ne leur adressaient la parole que pour se plaindre du bruit ou du chien qui aboyait. Ça ne ressemble pas vraiment au monde dans lequel on vit maintenant, pas vrai? Et ça ne concerne pas que les voisins, ni même le pays. C'est mondial comme truc. Où que vous soyez, quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous, on partage tous la même expérience, le même vécu. J'ai fait une croisière il y a 2 ans, la ligne Pacifique Inter-Îles. Les gens venaient d'un peu partout, et même si les détails variaient en fonction des histoires de chacun, c'était toujours la même chose. Je sais, je suis sans doute trop optimiste. Dès que les choses reviendront à la normale, dès que nos enfants et nos petits-enfants auront grandi dans un monde sûr et confortable, ils deviendront aussi bornés, aussi étroits d'esprit et aussi cons que nous. Mais merde, tout ce qu'on a vécu. Vous croyez vraiment que ça peut disparaître complètement comme ça? Un proverbe africain dit « Impossible de traverser une rivière sans se mouiller ». Ça me plaît comme idée. Ne vous méprenez pas, hein, pas mal de choses me manquent quand même. Des objets principalement. Des trucs que j'avais ou que j'espérais avoir un jour. La semaine dernière, on a fait une soirée célibataire pour un des jeunes du quartier. On a emprunté le seul lecteur DVD encore en marche et quelques films d'avant-guerre. Il y a une scène où Lusty Canyon se fait prendre par 3 mecs sur le capot d'une BMW Z4 décapotable gris perle. En voyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « La vache, on n'en fait plus des bagnoles comme ça. »
Taos, Nouveau-Mexique, États-Unis. Les steaks sont presque prêts. Arthur Sinclair retourne les pavés grésillants et libère un peu de fumée. De tous les boulots que j'ai pu faire, c'est vraiment la brigade financière que je préfère. Quand le nouveau président m'a demandé de reprendre mon rôle de patron du SEC, j'ai failli l'embrasser. Même chose pour le Destress, j'en suis sûr. J'avais le poste parce que personne n'en voulait. Il nous reste tellement de défis à relever, tant de gens qui bouffent du navet tous les jours. Abandonner le troc et réintroduire le bon vieux dollar. Pas simple, hein? C'est le peso cubain qui mène la danse maintenant. Et beaucoup de nos concitoyens influents ont un compte à la Havane. Rien que pour le surplus des liquidités, c'était déjà beaucoup pour n'importe quel gouvernement. On a ramassé l'argent à la pelle après la guerre, abandonné dans des coffres, dans les maisons, sur les cadavres. Comment faire la différence entre les pillards et les honnêtes travailleurs qui ont économisé sou pour sou, surtout quand les preuves administratives sont aussi rares que le pétrole? Voilà pourquoi la brigade financière était si importante, plus que tout le reste. Il fallait qu'on épingle les salauds qui empêchaient l'économie américaine de retrouver confiance en elle. Pas seulement les pillards de base, hein? Non. Il nous fallait aussi les gros poissons. Tous ces pourris qui ont essayé de racheter des maisons avant que leurs propriétaires légitimes ne puissent les réclamer. Ou ces mecs qui font du lobbying pour déréguler le marché agroalimentaire. Et cette ordure de Breckinridge Scott, ouais, le roi du phalanx, bien planqué dans sa forteresse là-bas en Antarctique, au trou du cul du monde. Il ne le sait pas encore, mais on est en discussion avec Ivan pour ne pas lui renouveler son bail. Il y a pas mal de gens qui l'attendent avec impatience ici, surtout l'IRS. Il sourit et se frotte les mains. La confiance, c'est ça le carburant dont a besoin la machine capitaliste. Notre économie ne fonctionne que si les gens y croient. Franklin Delano Roosevelt a dit « La seule chose dont on ait peur, c'est la peur ». Mon père avait écrit ça pour lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. Les choses redémarrent, en tout cas doucement, mais sûrement. Tous les jours, les gens ouvrent de nouveaux comptes bancaires en Amérique. À chaque fois qu'un homme d'affaires s'y met, le Dow Jones prend quelques points. C'est un peu comme la météo, en fait. Chaque année, l'été dure un peu plus longtemps, le ciel est un peu plus bleu. En tout cas, ça va mieux. On verra. Il ouvre une glacière et en sort 2 bouteilles. Une petite bière ? Kyoto, Japon. C'est un jour historique pour la Société du Bouclier. Le gouvernement vient de la reconnaître officiellement comme une branche indépendante des forces d'autodéfense japonaises. Son rôle consistera à enseigner aux citoyens japonais les différentes façons de se protéger des zombies. Elle aura aussi pour tâche d'étudier les diverses techniques étrangères et de contribuer à leur diffusion dans le monde entier. Le message anti-armes à feu et internationaliste de la société lui a déjà valu un immense succès public, attirant journalistes et dignitaires de presque tous les États membres de l'ONU. Tout sourire, Tomonaga Ichiro se tient au premier rang du comité d'accueil et s'incline devant ses invités. Kondo Tatsumi sourit lui aussi, tout en regardant son vieux maître de l'autre côté de la pièce. Vous savez, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vraiment cru à tout ce bazar spirituel. Pour moi, Tomonaga n'est qu'un vieil hibakusha un peu timbré. Mais grâce à lui, il se passe quelque chose de merveilleux, quelque chose de vital pour l'avenir du Japon tout entier. Sa génération a voulu dominer le monde. La mienne était contente que le monde, je veux dire votre pays à vous, la domine. Et ces 2 voies ont bien failli annihiler notre patrie tout entière. Il doit bien exister une autre issue quelque part, un chemin différent où nous prendrons nos propres responsabilités pour nous protéger, mais dans une juste mesure, pour ne pas inquiéter ni effrayer les autres nations amies. J'ignore s'il s'agit de la route à suivre. L'avenir est bien trop montagneux pour qu'on distingue l'horizon. Mais je suivrai la voie du sensei Tomonaga, moi et ceux qui nous rejoignent tous les jours.
Seuls les dieux savent ce qui nous attend tout au bout. Armagh, Irlande. Philippe Adler termine son verre et se lève pour partir. On a perdu bien plus que des gens quand on les a abandonnés aux zombies. C'est tout ce que j'ai à dire. Tel Aviv, Israël. Nous finissons notre déjeuner. Jürgen m'arrache littéralement l'addition des mains. Dites, c'est moi qui choisis la nourriture, c'est moi qui paye. Avant, je détestais ce truc, je trouvais que ça ressemblait à un grand plat de vomi. Mes collègues ont littéralement dû me traîner ici une après-midi. Ah, ces jeunes sabres avec leur goût exotique. Allez, essaye, vieux Yeke. C'est comme ça qu'ils m'appelaient, Yeke. Ça veut dire cul serré, mais ça désigne surtout un juif allemand. Ils avaient raison sur toute la ligne. J'étais dans le Kindertransport, la dernière chance de faire sortir les enfants juifs d'Allemagne. C'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. Il y a un étang dans une petite ville en Pologne où ils jetaient la cendre tous les jours. Il est encore gris cet étang, presque un demi-siècle plus tard. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que la Shoah n'avait épargné personne. Ceux qui en ont réchappé sont tellement marqués que leur esprit, leur âme, leur personnalité ont disparu à jamais. Je me plais à penser que ce n'est pas vrai. Sinon, ça signifie que tout le monde est mort pendant cette guerre. À bord de l'USS Tracy Bowden. Michael Choi s'appuie sur le bastingage et regarde l'horizon. Vous voulez savoir qui a perdu la guerre des zombies? Qui l'a vraiment perdu, je veux dire? Les baleines. Elles n'avaient aucune chance. Pas avec plusieurs millions de boat people remplis à ras-bord de gens affamés. Pas avec la moitié de la flotte mondiale transformée en bateaux de pêche. Il suffit de pas grand-chose, vous savez. Une simple torpille air-mer, même trop loin pour leur infliger des dommages physiques, ça les sonne complètement. Elles n'apercevaient le navire-usine qu'au dernier moment. On les entendait à des kilomètres. L'explosion, les cris. Le son se propage extrêmement bien sous l'eau. C'est une vraie catastrophe. Pas besoin d'être un hippie shooté au patchouli avec un cerveau rempli de yaourt pour s'en rendre compte. Mon père bossait au Scripps, pas l'école de filles de Claremont, non. L'Institut océanographique de San Diego. Voilà pourquoi je me suis engagé dans la marine. Ça m'a fait aimer l'océan. Les baleines grises de Californie, on en croisait tous les jours. Des animaux magnifiques, majestueux. Elles avaient réussi à s'en sortir, finalement. Et elles revenaient en force après avoir pratiquement disparu. Elles n'avaient plus peur de nous. Et parfois, on pouvait s'en approcher suffisamment pour les toucher. Elles auraient pu nous tuer à tout moment. Un simple coup de queue, leur queue atteignait presque 4 mètres quand même. Ou un seul petit saut, un corps de plus de 30 tonnes, et hop, au revoir. Les baleiniers les appelaient les poissons du diable parce qu'elles se défendaient farouchement quand on les acculait. Elles savaient qu'on ne leur voulait aucun mal. Elles nous laissaient même les caresser. Si elles avaient un petit avec elles, elles nous poussaient délicatement. C'était un animal si puissant, si grand, un potentiel de destruction si effrayant. Des créatures extraordinaires, les baleines grises de Californie. Et maintenant terminé. Il n'en reste plus une seule. Pareil pour les baleines bleues, les baleines à bosse, les rorquals, etc. J'ai entendu dire qu'on apercevait encore quelques rares belugas et quelques narvals près de la banquise au pôle Nord. Mais il ne doit pas en rester assez pour qu'ils puissent se reproduire convenablement. Je sais qu'il reste encore pas mal d'orques, mais avec le niveau de pollution actuel et la désertification des océans, je ne suis pas super optimiste. Et même si Mère Nature est sympa avec eux, comme elle l'a été avec certains dinosaures et les laisse s'adapter,
les gentils géants ont complètement disparu. C'est un peu comme dans ce film-là, Oh God, où le Tout-Puissant met l'homme au défi de créer un macro à partir de rien. Impossible, dit-il. À moins qu'un généticien de génie arrive juste avant les torpilles, on n'arrivera pas non plus à créer une baleine grise à partir de rien. Le soleil disparaît sous l'horizon. Michael soupire. Alors la prochaine fois qu'un mec vous raconte que la plus grande perte de cette guerre, c'est l'innocence, notre part d'humanité... Il crache dans l'eau. Mais oui, mon garçon. Raconte ça aux baleines. Denver, Colorado, États-Unis. Todd Wainio me raccompagne à la gare en savourant les cigarettes cubaines garanties 100% tabac que je lui ai offertes en guise de cadeau d'adieu. Ouais, je perds pied parfois quelques minutes, parfois 1 heure. Le docteur Chandra m'a dit que c'était normal. Il travaille ici, au VA. Un jour, il m'a affirmé que c'était un signe de bonne santé, un peu comme ces mini-tremblements de terre qui soulagent un peu les failles. D'après lui, ce sont plutôt ceux qui n'expriment pas ce genre de trucs qu'il faut surveiller. Il suffit de pas grand-chose pour me filer la chair de poule maintenant. Des fois, je sens un truc ou j'entends une voix familière. Le mois dernier, au dîner, la radio passait cette chanson-là. Je ne suis pas sûr qu'elle ait un rapport avec cette guerre. Elle n'est même pas américaine, je crois. L'accent, certains mots, c'était très différent, mais le refrain... God help me, I was only 19. La sirène annonce le départ du train. Tout autour de nous, les gens embarquent précipitamment. C'est marrant, mais mon souvenir le plus vivace, ça reste cette icône-là, le symbole de notre victoire. Il montre la peinture murale derrière nous. C'était nous. On était sur les berges de la Jersey à regarder le soleil se lever sur New York. On venait juste de proclamer le VA Day. Personne n'a fait la fête. Personne n'a hurlé de joie. Ça nous paraissait tellement irréel. La paix. Merde. Ça voulait dire quoi, la paix? Ça faisait si longtemps que j'avais peur. Si longtemps que je me battais, que je tuais, que je m'attendais à mourir. Je crois que j'avais fini par m'habituer. Je pensais que ça durerait jusqu'à la fin de mes jours. J'ai cru que c'était un rêve. Parfois, je crois toujours que c'en est un. Je me rappelle ce matin-là, l'aube, au-dessus de Hero City. Remerciements. Un grand merci à Michel, ma femme, pour son aide et son affection. À Ed Victor, qui est à l'origine de tout. À Steve Ross, Luc Dempsey et toute l'équipe des éditions Crown. À T.M. qui m'a épaulé. À Brad Graham du Washington Post. Au docteur Cohen, Whiteman et Hayward. Au professeur Greenberger et Tongun. À Rabbi Andy. Au père Fraser. Au STS-2SS Bordeaux, USN éphémère. À B et E. À Jim, John, Julie, Jesse, Greg, Onupo et mon père pour le facteur humain. Et un grand merci aux 3 hommes qui m'ont inspiré ce livre. Stud Sterkel, l'ancien général Sir John Hackett, et bien sûr, l'effrayant et génial George A. Romero. Je t'aime, maman.
Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib. Merci et à bientôt chez Audible.